Bienvenue à tous. Donc l'idée c'est de faire aujourd'hui un petit point sur quelque chose de nouveau qui s'appelle le DPP. Donc le DPP, le passeport numérique des produits. Et le DPP, donc on n'en parle pas encore beaucoup maintenant, mais ça va venir. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on en parlera beaucoup plus. Et donc pour en parler ce soir, autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir effectivement Diana de Bernardi. Diana est en charge de tout ce qui est environnemental et économie circulaire au sein de GS1 en français. Et Cédric Collet, donc, qui est le directeur commercial de GS1 France, qui est également au fait de toutes ces évolutions et qui prendra la parole tout à l'heure au moment des questions-réponses. Pour présenter le passeport numérique des produits, donc c'est Diana, donc, qui va nous faire une petite présentation au terme de laquelle vous pourrez poser vos questions et puis lui demander effectivement des précisions sur cette présentation. Diana, la parole est à toi. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous à distance. Nous sommes ravis d'être ici avec vous dans les clubs Supply Chain. Oui, on va commencer par une présentation globale de ce qui est le passeport numérique des produits. Je ne sais pas si on peut projeter mon écran. Voilà. Parfait. Donc c'est un outil pour booster la transition vers l'économie circulaire. Au moins, c'est ce qu'est la volonté de la Commission. Je propose à Cédric de faire rapidement une introduction sur GS1. En fait, donc là, on a 1 heure devant nous, on aura 30 minutes de présentation. Moi, je vais présenter en quelques mots GS1 ou GS1, que vous connaissez bien, mais vraiment le plat de résistance sera fait par Diana. Donc, on va avoir 30 minutes de présentation. On va vous livrer beaucoup d'informations sur cette réglementation qui fait partie d'un train de plein d'autres réglementations, mais qui vont avoir un impact significatif sur vos entreprises, puisque ça va concerner une très grande majorité des filières. Donc, moi, je vais vous présenter ça en quelques minutes. Et on aura une deuxième session vraiment d'échanges, et il y aura évidemment beaucoup de questions, et on fera notre maximum avec Diana de vous donner notre vision et nos réponses pour peu qu'on puisse y répondre, et on aura donc 30 minutes d'interaction sur ce sujet qui est donc éminemment important. GS1, vous nous connaissez historiquement autour de la table sous le nom de GenCode ou de AN. Donc on est cette organisation qui depuis 50 ans crée des standards dans les filières, dans les écosystèmes, et on est aussi très connu sous le nom de GenCode ou AN, mais on est aussi connu au travers du code barre et des messages EDI qu'on a standardisé avec vous depuis 50 ans pour automatiser et digitaliser notamment votre information produit. On est, nous, GS1 France, ou GS1 France. On est représentant donc du système GS1 en France. On est membre d'une organisation mondiale qui est présente donc au travers de 118 organisations, donc dans 150 pays. Donc GS1 couvre la planète et couvre évidemment l'ensemble des flux supply chain de la planète. On est cette organisation qui est un peu singulière parce qu'on est une organisation mondiale à but non lucratif de droit belge qui a été créée par vous, entreprise, et qui est dirigée par vous. Et GS1, c'est un lieu neutre où vous venez régler à plusieurs des problèmes que vous ne pouvez pas régler seul. Et ce problème-là, ce sujet-là, drivé par la réglementation, croyez-moi, c'est un sujet éminemment important et il faudra absolument se mettre dans cette intelligence collective, ça fait partie des valeurs de la maison, n'est-ce pas Jean-Philippe, de créer ensuite les standards qui vous permettront de répondre à cette réglementation. On sert à peu près 2 millions d'entreprises GS1 qui ont besoin de mettre des codes et des codes barres sur leurs produits pour automatiser cette supply chain. Page suivante, s'il te plaît. Et en fait, comment ce système fonctionne ? Il fonctionne toujours de la même façon. Le système GS1 fonctionne d'abord par mettre un code sur un produit ou sur une palette ou identifier un lieu, notamment un lieu logistique. Dessus, on y met des codes barres, des QR codes aujourd'hui, et on pourra en redire un mot, mais aussi de la RFID pour capturer cette identité, cet identifiant, pour ensuite partager tout un tas d'informations dans ces chaînes entre acteurs qui sont de plus en plus complexes. Donc ce système fonctionne toujours de la même façon, quelles que soient les industries, et vous êtes ici en provenance de plusieurs industries, et quelles que soient également les technologies. Donc on a vocation à créer ce langage universel qui vous permet de vous comprendre dans tous vos échanges. Voilà en quelques mots
cette organisation GS1 donc, qui est donc dirigée par vous et qui est à votre service pour affronter vos défis, notamment dans la digitalisation de vos échanges. Je repasse la main à Diana. Merci Cédric. Donc on parle bien d'une disposition européenne qui va impacter forcément la supply chain, oui. Naturellement. Alors ça va avoir un impact sur la supply chain et on a fait une réflexion qu'on va vous partager après pour lancer la discussion. D'accord. Mais bon, ça va forcément impacter le système actuel d'économie, qui est basé surtout sur une économie linéaire, pour passer à une économie circulaire qui est pour mettre vraiment les ressources qui sont limitées et dans une logique de circularité, de réutilisation. Donc, je commence par vous rappeler que cette réglementation, qui est très structurante et c'est vraiment, on va voir comment ça a une ampleur importante dans nos activités. Et l'information que je vais vous partager, c'est vraiment telle comme elle est disponible actuellement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent encore incertaines. Donc, je vous préviens, ce que je présente aujourd'hui, c'est vraiment un résumé général des informations disponibles, mais il y a des choses qui vont s'éclarifier dans le temps et qui vont peut-être éventuellement changer en fonction des entreprises et de la Commission. D'accord. Donc, le cadre. Donc, on est bien dans un cadre européen. Un engagement très fort de la Commission européenne pour devenir en 2050 le premier continent neutre en émissions de gaz à effet de serre. Cela se traduit par énormément d'engagements, par des engagements très concrets dans différents aspects de l'économie, tels que l'alimentation, le bâtiment. Et donc, on voit en cercle les produits plus durables pouvant être partagés, réparés, recyclés et réutilisés. Cela veut dire qu'on se lance vers une économie circulaire et c'est formellement dit dans le cadre d'une économie circulaire. L'idée, c'est vraiment de faire de l'éco-conception la norme. Faire de l'éco-conception la norme, c'est vraiment réfléchir vraiment à l'activité et à la fonction d'un produit pour qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il soit en fin de vie récupéré et réutilisé. Et donc ce fameux DPP, passeport numérique des produits, qui sera la preuve, qui sera le véhicule pour faire en sorte que cet engagement de faire de l'éco-conception la norme soit une réalité. On parle souvent d'un tsunami réglementaire qui est dans ce cadre européen. Ce cadre réglementaire impose aux entreprises énormément de données. La donnée structurée devient vraiment clé et le travail en mode systémique est majeur. Donc on voit énormément de réglementations que vous pouvez voir ici. La due diligence, donc les principes... La corporate sustainability due diligence, mais c'est le devoir de vigilance, pardon. Il y a le reporting, on a CSRD, on a les green claims, donc réduire le greenwashing, la déforestation, énormément. On en voit, mais des piles des données dans ce sens-là, même si en ce moment vous entendez parler des discussions autour de l'omnibus et de la simplification, certainement que des choses vont être rabotées, procrastinées et autres, mais le sens de l'histoire ne change pas, donc il est quand même urgent que vous vous prépariez à ce type de réglementation pour dès aujourd'hui préparer justement vos entreprises à devenir compliant à ces réglementations-là. Donc il se peut que ce soit allégé, repoussé, mais ce ne sera certainement pas annulé. Absolument. Donc on revient sur ce règlement ESPR, donc, ce qui traduit Eco-Design for Sustainable Product Regulation. C'est les règlements sur l'éco-conception qui est rentré en vigueur en juillet 2024. Donc les objectifs de ces règlements, c'est
de mettre des règles sur l'éco-conception et d'avoir une meilleure diffusion d'informations grâce au passeport numérique, mais aussi de créer principalement la valeur et améliorer la compétitivité européenne. Donc il y a aussi des obligations relatives au marché public plus écologique pour donner un peu plus d'exemplarité. Ce règlement existait avant, mais il y avait un scope beaucoup plus, un périmètre beaucoup plus restreint. Et ce règlement actuel, qui vient d'être publié, va nécessiter de la prise d'actes délégués pour produire ces effets. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une méta-réglementation et on va voir comment les choses vont s'éclarifier dans le temps. Dans les champs d'application, ce règlement prend en compte de manière systémique tous les aspects d'un produit, pas simplement l'empreinte environnementale, pas simplement le bilan carbone, mais sa performance environnementale, est-ce qu'il est réparable, est-ce que les pièces détachées sont disponibles, etc. Il y a des dispositions relatives à la prévention de la destruction des invendus, ce qui est inspiré de la loi AGEC, et merci notre ancienne ministre Brune Poirson, qui a beaucoup milité pour mettre en place ce dispositif dans la loi AGEC. Des dispositions relatives au marché public plus écologique, l'introduction de DPP. Donc, qu'est-ce que ce passeport numérique de produits c'est simplement un ensemble de données, c'est une fiche produit qui va avoir un ensemble de données produits et qui devront être accessibles via une voie électronique par intermédiaire d'un support de données. D'un support de données qu'on connaît comme un QR code ou un RFID ou une NFC. On ne sait pas encore ce support de données, qu'est-ce que sera comme exigence. Ce qu'on peut savoir, c'est que les objectifs sont très clairs. C'est vraiment d'aider les consommateurs à faire de choix de consommation plus durables. Ça, c'est l'objectif ultime. Mais aussi faciliter ce réemploi, la réparation et le recyclage des produits. Et avoir un système de contrôle à la frontière des produits aux obligations légales. Donc, ça me permet de souligner une partie très importante de cet règlement, c'est que ça va concerner et les produits fabriqués en Europe et les produits importés. Et cette importation va être regardée de près par les douanes pour voir que la conformité des produits est acceptable selon les règles que s'est données l'Europe. Y compris donc importé, y compris en dehors de l'Europe alors. Alors, c'est tous les produits vendus en Europe venus du monde entier. Donc c'est une réglementation certes européenne, donc le Digital Product Passport pour le DPP. Donc ça va concerner tous les produits vendus. On va voir sur quasiment la totalité des catégories. Et si en 2028-2029, en fonction de l'application des actes délégués, si tu n'as pas de DPP sur ton produit, eh bien, tu ne pourras pas vendre. Donc, c'est grosso modo, pas de DPP, pas de business. Ouais. Mais plus dans une échéance qui sera clarifiée dans les moments qui viennent, parce que par rapport aux actes délégués, ce qui est important, c'est que l'ISPR, cette réglementation-là, elle est posée, elle est validée, mais la réalité de ce qui va vous être exigé par filière, elle est en discussion maintenant. Et ce qui va vous être exigé dans la cosmétique, dans le textile, personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Donc les discussions sont maintenant. Et ce sera donc très important que vous suiviez les actes délégués et ensuite leur application. Donc ça veut dire que ça concerne aujourd'hui l'Europe, mais ça concerne aussi les autres continents qui seront, s'ils veulent vendre en Europe, seront obligés de se conformer à cette... Un produit fabriqué en Australie, s'il a besoin d'être vendu en Europe, il devra avoir son DPP. D'accord. Et bon... Ce DPP a vraiment tous les projecteurs de l'Europe, mais aussi de la planète entière. Et pour information, les Nations Unies, les UNEC, est en train de travailler sur l'harmonisation de ce dispositif DPP. Et on reviendra dans une autre présentation pour le détailler, si tu veux. Parce que les Chinois aussi travaillent de leur côté aussi. Les Chinois, ils travaillent, les US, ils travaillent, l'Australie, ils travaillent, vraiment le Canada travaille. Donc, c'est vraiment
c'est l'Europe qui a commencé avec l'initiative et c'est l'Europe qui va pousser à que l'harmonisation aille dans le sens de ce qu'elle a déjà travaillé. Mais c'est dans les mains des Nations Unies. Donc c'est très important de garder en tête cet dispositif de PP. C'est un concept, mais il y en a deux dimensions dans ce concept. Et je reviens un peu sur ce qu'a dit Cédric sur les actes délégués. Donc le concept DPP a la dimension donnée et il y a la dimension système. Je vais commencer par la dimension donnée parce que tu en as parlé. L'acte délégué, donc ce qu'on dit comme acte délégué au niveau de la Commission européenne, c'est vraiment un texte qui va décrire de manière très précise ce que se demande aux entreprises en matière de calcul d'empreinte environnementale, mais aussi de la performance environnementale de chaque produit. Donc, c'est à la fois des informations environnementales, mais aussi des performances. Et ça sera des dispositions sectorielles. Et de l'autre côté, le côté système, malheureusement, c'est aussi en cours. Ça viendra au fur et à mesure. Et c'est une partie indispensable qui personne ne verra, mais qui est indispensable pour que le DPP soit opérationnel demain. Il faut vraiment une brique technologique, une architecture informatique qui va permettre de rendre opérationnel le DPP demain. Et donc, ça va être au niveau d'un registre DPP, je vais développer après, et le portail de recherche des DPP, parce que l'idée aussi, c'est qu'on puisse comparer deux produits via ce passeport numérique, et c'est une architecture informatique. Donc, je peux préciser vraiment ce point-là pour vraiment insister, parce que nous, c'est notre quotidien, mais il y a bien ces deux dimensions. Le DPP système, ce sera l'infrastructure qui permettra aux acteurs de s'échanger ces données. Donc, c'est les tuyaux. Et donc, il faut créer des tuyaux qui soient en toute interopérabilité. C'est des mots que vous utilisez peut-être. Et après, les modèles de données seront des modèles de données sectoriels. Donc, l'infrastructure a la vocation à être cross-sectorielle parce que c'est une réglementation qui vise à partager des données au-delà de ces secteur historique, puisque c'est vraiment une logique cross-sectorielle, et après, il y aura des modèles de données sectoriels. Donc, c'est ça qui rend cette réglementation un peu complexe, mais il faut qu'on construise cette brique techno et les modèles de données qui seront exigés au travers des actes délégués. Les modèles de données sont sectoriels, l'infrastructure doit être cross-sectorielle. Et s'il n'y a pas de standard, c'est une des conclusions, ça ne pourra pas marcher à l'échelle. Je te repasse la main. D'où la présence de GS1 sur exactement en langage universel. Standard universel. C'est pour ça que ça nous préoccupe. Et donc, le côté système, la Commission, consciente d'un travail d'harmonisation qui doit être consensuel, a délégué, a mandaté le CNELEC, un organisme de normalisation européen, pour traiter la partie d'architecture informatique. Donc, il y a les identifiants, les supports de données, la sécurité et vraiment l'interopérabilité. Donc, c'est pour faire en sorte que la donnée elle soit beaucoup plus fluide entre les différents acteurs de la chaîne et que ça ne produise beaucoup plus de place dans les serveurs. Et donc, on passe à la donnée, à la partie DPP Data, qui parle bien de, selon les secteurs d'activité, quelle est l'empreinte environnementale, est calculer la consommation d'eau est pertinente, est-ce que dire que ça contient des matières recyclées est pertinente, ou bien les informations sur la performance, donc est-ce qu'il est robuste, durable, réparable, facilement maintenable. Toutes ces informations sont clés. Et donc, il faut aussi avoir les pièces de réchange à disposition, les composants, etc. Et en fin de compte, la partie orange, c'est vraiment comment ces produits peuvent être circulaires, donc recyclés et valorisés pour qu'ils puissent avoir une vie de plus et encore plusieurs vies avant de... Et toutes ces données, enfin, il y aura des questions tout à l'heure, mais toutes ces données sont à la charge du producteur ou du distributeur? Enfin, qui a vraiment la responsabilité du respect de cette norme? Alors, la responsabilité sera partagée,
Mais le règlement rappelle que c'est l'opérateur économique qui est responsable. Et donc, un opérateur économique, ça peut être un importateur, un fabricant ou un distributeur. Et dans la filière, qui dans décidera une première. Qui donc, c'est la notion de responsabilité partagée. Donc, si tu es un distributeur, pour t'assurer que tu n'auras pas des problèmes de conformité, tu vas pas créer tous les passeports numériques de tous les produits que tu vends. Tu envoies la responsabilité, tu t'assures que les fabricants ou les importateurs des produits que tu vends, dans une place de marché, c'est aussi applicable, dans une marketplace, bah, tu t'assures que ces produits contiennent un DPP. Et donc, c'est l'opérateur économique, qu'il soit importateur ou qu'il le délègue à son fabricant, ou qu'il soit distributeur ou il le délègue à son importateur, tout le monde va devoir s'aligner pour que ce passeport soit présent là où il devra rentrer en vigueur. Et notamment pour que le consommateur y ait accès, parce que c'est bien pour éclairer les choix du consommateur. Oui. Donc, rapidement, parce que le temps avance et j'ai envie d'entendre des questions. Pour qu'on mette dans les questions. 8 minutes. Le DPP, il doit être facilement et gratuitement accessible. Il doit être basé sur des normes ouvertes dans un format interopérable. C'est ce qui a fait que GS1 s'y intéresse, parce que c'est aussi dans l'ADN de GS1. Qu'il doit être transférable via un réseau d'échange de données qui est ouvert et interopérable. Disponible dans le temps, même si l'entreprise a une cessation d'activité. Donc, il rentre l'activité d'un offreur de solutions certifié. Un rôle que la Commission va donner aux offreurs de solutions pour pouvoir garantir la pérennité d'un dispositif, d'un passeport numérique, même si l'entreprise n'existe plus. Il faut qu'il soit lisible machine à machine. Et il doit permettre plusieurs niveaux d'accès à l'information. Donc, l'information B2B, l'information B2C et l'information, bien évidemment, au contrôleur. Et il faut que ce soit dans un système décentralisé. Ça veut dire quoi? L'opérateur économique dont on parlait, il doit être celui qui va créer, enregistrer et maintenir l'information du DPP. La Commission, elle demande simplement d'avoir un registre de DPP, simplement il doit être référencé pour des raisons de contrôle. Mais la base des données, elle est décentralisée, elle doit être vraiment sur la responsabilité de l'opérateur économique. Si je fais une analogie, c'est un peu comme dans les voitures, les immatriculations sont enregistrées dans un registre national. Et après, le carnet d'entretien de la voiture, il est à la responsabilité du propriétaire de la voiture. Donc c'est bien cette magie entre le centralisé et le décentralisé, mais c'est bien le metteur en marché qui est responsable de son DPP. Il stocke la donnée chez lui ou chez un offreur, avec cet enjeu de pérennité. Mais il y a quand même un enjeu d'avoir une déclaration centrale, dans un registre central des produits qui sont vendus. Donc vous voyez bien qu'il y a une dualité entre centralisation et décentralisation. C'est ça aussi qui constitue la complexité de la réglementation. Mais est-ce que ce sont des données qui peuvent évoluer avec le temps? Absolument, et ça Diana va y revenir, parce que oui, c'est des produits vivants. Et effectivement, on parle d'une information qui va avoir des différentes typologies de données à l'intérieur. Donc, une donnée statique et une donnée dynamique. Donc, la donnée statique, tu décris ton produit, et tu le décris tout simplement. Et la donnée dynamique, c'est toutes les choses qui peuvent arriver tout au long du cycle de vie du produit. Mais cette information, elle sera alimentée par des gens qui auront la capacité, ça ne pourra pas être ouvert à tout le monde, qui auront la validité, la capacité de enrichir
ou de modifier une information. C'est le coup de tampon sur le passeport. Oui, si tu rajoutes un voyage sur ton passeport, tout le monde n'est pas autorisé à rajouter un tampon d'un voyage sur ton passeport. Donc, il y a des gens qui seront autorisés et on enregistrera dans ce passeport la vie, les cycles de vie du produit, quand il sera réparé, quand il sera maintenu ou autre. Alors, donc, les produits concernés, donc, on ne va pas rentrer trop dans la liste, mais je voulais rappeler qu'il y a des produits à la fois finis et à la fois des produits intermédiaires. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le fer et l'acier et l'aluminium, ils n'auront pas un passeport numérique sur chaque centimètre carré de la tôle d'aluminium ou du morceau d'acier. Ça sera une transmission de la documentation vers le produit fini. Mais il doit être accompagné d'un passeport numérique pour savoir quelle est l'origine de l'extraction de l'aluminium ou du fer ou de l'acier. Et le passeport numérique aussi, il n'est pas seulement dans la réglementation sur l'éco-conception, il y a d'autres réglementations, de plus en plus de réglementations qui s'emparent de ce dispositif DPP. Donc on le voit sur les produits de la construction, on le voit sur le règlement sur les batteries qui a été déjà publié en 2023, mais on va le voir aussi sur la réglementation du packaging. Le textile fait partie de la réglementation SPR et c'est tous les produits qui sont ici cités aussi. Donc, pour faciliter un peu la compréhension, dans les perspectives du DPP, il y a un organisme de recherche qui s'est concentré sur quelle est l'empreinte environnementale des différents produits. Ils ont sorti la liste que je viens de projeter et il y a, selon la criticité, des produits qui vont avoir des actes délégués au début. Donc c'est notamment le textile et l'acier qui vont être le premier les actes délégués sont en cours de rédaction. Mais au fur et à mesure, ils viendront d'autres et des produits spécifiques comme celui de la construction ou les batteries ont leur propre règlement qui pointe vers les DPP qui doit être harmonisé. Ok, je suis sur ma dernière slide et pour avoir un peu de temps d'échange. Donc, dans les perspectives du DPP, il y a des perspectives dans la donnée liées au produit. On parle d'un identifiant du produit, mais aussi un identifiant de l'opérateur économique, aussi l'identifiant d'un établissement, où est-ce qu'il est vendu, un entrepôt, etc. Et cet identifiant unique d'enregistrement qui va passer pour le registre central de la Commission européenne. Dans les options technologiques, on en a parlé. QR code, RFID, NFC, on ne sait pas encore. Il n'y a aucune technologie qui est spécifique qui va être favorisée ou exclue au stade actuel des choses. Quand on parle du niveau d'application, c'est quoi? Est-ce que ça va être appliqué au niveau d'un modèle, donc toutes les références qui sont identiques, au niveau d'un modèle et un numéro de lot, ou bien au niveau de l'article, comme un code sérialisé qui accompagne tout le cycle de vie d'un produit? On ne le sait pas. On le saura après. Et pour les données, il y a aussi des données qui sont restreintes et publiques, donc ce niveau d'accès à l'information, des données statiques et dynamiques, et aussi les données obligatoires et optionnelles. Donc le DPP, il ne doit pas être exclusif à une réponse à une réglementation, à une exigence réglementaire. Il peut aussi véhiculer une autre information, comme celle de la supply chain, ou bien le passage en caisse, etc. Et voilà, maintenant à toi Cédric de proposer quelques... Et on est à peu près dans le timing. Donc ça soulève vraiment beaucoup de questions, je pense. Et ça en soulèvera cette nuit, demain matin et les semaines qui suivent. Donc vous voyez bien que c'est ce qu'on appelle avec Diana une méta-régulation parce que
En fait, elle va être à la fois mondiale, puisque c'est les produits du monde vendus en Europe. Elle concerne toutes les catégories de produits, donc à l'exception des médicaments. Je crois que Jérôme, j'ai vu passer une question de Jérôme, je n'ai pas eu le temps de noter le nom de famille, mais les dispositifs médicaux sont hors scope. Non, les dispositifs médicaux sont éligibles. Oui, mais par rapport à... On a eu des précisions par rapport à nous. Pas les médicaments. Mais si c'est un dispositif médical qui est avec l'énergie, il est éligible. Alors, on clarifiera le point parce qu'on a eu des précisions. Vous voyez bien que c'est vivant, mais schématiquement, voilà, les produits de santé, l'alimentation. L'alimentation, il y a évidemment beaucoup d'entreprises de l'alimentation ici. Voilà, sont globalement ne pas concernées. Toutes les autres catégories sont concernées. Donc ça va arriver. Le premier à tomber, c'est les batteries, parce que les batteries électroniques, c'est juste important d'un point de vue souveraineté, parce qu'on va reparler juste après des enjeux de pénurie. Mais tout ça vise à la fois à être un continent neutre en carbone, mais c'est quand même un enjeu aussi à diminuer notre impact sur les ressources, puisqu'on va tous manquer structurellement de ressources. Et vous, acteurs de la supply chain, vous êtes là pour gérer notamment ces logiques d'appro de ressources dans un monde qui va devenir pénurique. Oui. Donc là, on augmente le niveau de jeu et c'est à la fois pour l'Europe un moyen de baisser son impact, mais c'est aussi de mieux maîtriser les ressources, parce qu'une fois que les ressources sont en Europe, il va falloir qu'on apprenne à les réutiliser, pour les utiliser 10 fois dans les produits, dans les multiples vies des produits. Donc là, on va arriver à la session de questions, et avec Diana, on avait imaginé, si la page pouvait arriver, à peu près trois grands enjeux. Donc cette réglementation-là, il faut bien voir, donc elle est très horizontale. Elle va concerner tout un tas de filières qui, vous le savez comme moi, ont construit leurs données, leur supply chain dans des logiques très verticales. On passe d'un monde vertical à un monde horizontal. Et il va falloir qu'on apprenne à se partager des données de bout en bout pour avoir cette fameuse traçabilité end-to-end ou cette fameuse visibilité end-to-end. C'est très important, c'est parce que personne au niveau mondial, d'un point de vue sectoriel, n'a appris à penser ces données en dehors de son secteur. Donc il va falloir qu'on crée des standards, des moyens de faire en sorte que ces filières qui n'ont jamais appris à se parler, parlent entre elles. Donc le sujet que l'on a, c'est un sujet colossal en termes de données, comme tu disais au début, pour avoir cette fameuse visibilité de bout en bout. Ça va changer énormément, c'est le deuxième point, votre relation avec vos fournisseurs, parce qu'il va falloir qu'on apprenne à avoir des données de son rang 1, de son rang 2, de son rang 3, et vous savez comme moi qu'au-delà du rang 1, bien souvent, on n'est pas très très clair, ou on est partiellement clair sur les différents ronds dans cette upstream. Comme tu disais tout à l'heure, Diana, c'est des enjeux de responsabilité partagée, et derrière ce passeport, c'est aussi une façon nouvelle de repenser la façon de parler de son produit et aussi pour éclairer les choix du consommateur, de dire que son produit, il est moins impactant que le produit de son concurrent, de son voisin. Parce que derrière, il y a aussi un enjeu colossal au travers de cette réglementation qui est d'objectiver les impacts de son produit sur l'environnement. Product Environmental Footprint, ça fait partie évidemment des sujets qui seront adressés dans cette réglementation. Et donc ça, c'est aussi important de pouvoir dire les impacts RSE de son produit. Et enfin, et ce sera, encore une fois, ça, ce sont des éléments pour ouvrir des questions, mais dans cette logique où on va passer d'une logique de l'abondance à la pénurie, il va falloir repenser ces façons d'organiser ces supply chains de façon plus circulaire, et aussi d'avoir des modèles prédictifs pour savoir où sont les matériaux, les ressources qui seront nécessaires à mon activité demain, après-demain, dans un an. Donc la façon nouvelle de repenser sa relation fournisseur. Et je finirai, je vous passe la main, par cette citation de quelqu'un qui vient d'un grand opérateur de construction française. Il me disait, moi je suis très très gros, il va falloir que je devienne le client préféré de mes fournisseurs. On va manquer de matière. Donc la relation au fournisseur va énormément changer parce que il va falloir qu'on acquiert de la donnée de la part de ces fournisseurs parce que ce sera dans notre DPP. Mais dans un monde pénurique, il va falloir vraiment repenser sa relation au fournisseur avec au milieu la data. Voilà, ça lève évidemment plein de questions. Je te laisse modérer et on est tout à fait disposé avec Diana que je remercie. Je vois plein de questions. Enfin, déjà, pour commencer, on a le sentiment que pour le moment, on comprend la philosophie, on comprend qu'il y a effectivement un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place, mais il y a beaucoup encore d'inconnus. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas quel sera le support, on ne sait pas un petit peu même la nomenclature, enfin ce qui rentrera dans la composition même du passeport.
quels seront les critères, les items qu'il faudra faire rentrer. Voilà. Comme on le dit avec Diana, la réglementation elle est votée, mais les actes délégués ne sont pas posés, donc rien n'est sec. Donc on vous parle de quelque chose dont on connaît pas la définition, et c'est pas nous. Ouais. Nous, GS1, d'ailleurs, on n'a pas d'avis sur la réglementation, on est juste là pour être le comment de la réglementation et de son implémentation en toute scalabilité et en toute intégrité pour tous les adhérents que l'on sert. Donc on parle de choses que l'on ne connaît pas et ces choses-là ne sont pas décidées. Ce qui m'invite à vous dire, vous, entreprise, vous avez un énorme enjeu à participer à ces travaux, notamment de normalisation au sein de l'AFNOR en France et ensuite au niveau de l'Europe, parce que des choses vont se décider pour vous. Donc c'est important que vous soyez présents dans ces instances de normalisation sur lesquelles se décide une partie de votre futur. Bien, alors j'imagine que vous avez de nombreuses questions. On vous écoute. Allez-y.